Les Congolais confondent ceux qui disent que Félix a vendu les minéraux dont les Rwandais auront les contrôles. Ils confondent deux univers, j'insiste encore, les politiques et les juridiques. Alors, en RDC, dès qu'on parle de chaîne des valeurs, dès qu'on parle de bout en bout, intégration régionale, de l'article 6 de l'accord, de la coopération entre la RDC et les Rwandais, beaucoup de gens imaginent immédiatement que les Rwandais vont contrôler nos minéraux, les minéraux vont passer par la douane rwandaise, où Kigali va raffiner les cobaltes et les coltans congolais. Mais c'est une interprétation, et cette interprétation est totalement fausse. Totalement fausse. Pourquoi est-ce que cette interprétation ne tient pas à la logique de loi votée par les grandes puissances? Parce qu'on mélange deux niveaux totalement différents. Les Congolais mélangent deux niveaux totalement différents. Les niveaux politiques, ça c'est le niveau 1. Là où nous parlons de la diplomatie, des accords, des intentions générales. Ça c'est la dimension politique. Ici, dans cette dimension politique, on parle de paix, on parle de sécurité, on parle des coopérations régionales, on ne parle pas des coopérations rwandaises, des coopérations régionales, on parle des commerces général et intégration de marché. En d'autres termes, c'est le langage utilisé dans l'accord de paix ou dans les cadres d'intégration économique. Vous comprenez? Dans ces langages, on utilise souvent des expressions vagues comme développer une chaîne de valeurs régionale, la création d'un espace économique intégré. Vous avez également l'harmonisation des douanes. On parle aussi de la circulation facilitée des marchandises. Mais ces expressions ne précisent jamais quel pays raffine quoi, ni la route des minéraux. Il n'y a pas de détermination, il n'y a rien. Elles sont tout simplement diplomatiques, elles sont générales, elles sont floues. Vous comprenez? Et puis vous avez le niveau juridique global. Là, nous avons expliqué le caractère politique, diplomatie, etc., où tout est flou, où vous avez des termes, harmonisation des douanes, développer une chaîne de valeurs régionales, intégration régionale, ce sont des mots flous. Vous voyez? Maintenant, il faut aller dans des précisions. Et pour aller dans des précisions, nous devons maintenant atterrir au niveau juridique. Le niveau juridique global, ici on parle de lois. Des lois des États-Unis ou des lois européennes qui contrôlent les minéraux. Ce sont les lois qui contrôlent les minéraux. Ce ne sont pas des déclarations politiques. En d'autres termes ici. C'est ici que tout se joue réellement dans les niveaux juridiques. Et là, on parle de normes internationales. Là, c'est du juridique. On parle de droit minier, du juridique. On parle des obligations de traçabilité. On parle de certification. On parle des audits. Là, ce sont de lois. Ce ne sont pas des déclarations politiques. Vous avez compris que les déclarations politiques parlent de développer une chaîne des valeurs régionales. Les déclarations politiques mettent l'accent sur la création d'un espace économique intégré ou l'harmonisation des douanes, circulation facilitée des marchandises. Mais quand il s'agit du juridique, on parle de normes internationales, on parle de droit minier, on parle des obligations de traçabilité et de certification et des audits. Et dans ce monde, chers amis, ce n'est pas la RDC qui décide de loi ou qui décide de tout ce qui est juridique. Ce n'est pas les Rwandais qui décident non plus. Ce n'est pas l'Union africaine qui décide de ça. Et donc, ce sont les marchés acheteurs
principalement les États-Unis et l'Europe, qui décident de la chaîne minière. Et eux ont déjà décidé ceci. Vous allez comprendre. Le Rwanda est un pays à risque. Les raffineries rwandaises sont non certifiées. Les passages par Kigali rend les minéraux illégaux pour le marché occidentaux. Eux ont décidé ceci. Les minéraux ne doivent pas transiter dans un pays impliqué dans les conflits. Donc, même si la diplomatie parle d'intégration, ok, les lois internationales bloquent le Rwanda. La diplomatie, les accords, c'est la diplomatie. Mais en interne, les lois internationales qui sont votées au niveau des États-Unis, qui sont votées à l'Union européenne, ça bloque les actions du Rwanda. Nous allons donner ces lois en question, ne vous en faites pas. Et donc, le piège qui trompe les Congolais, les mots chaîne des valeurs. Alors là, ça fait très mal quand on entend chaîne des valeurs. Les Congolais sont troublés. Il faut comprendre que le mot chaîne des valeurs est utilisé dans deux sens différents. Dans la diplomatie, l'accord RDC-Rwanda. Ce mot veut dire quoi? Ça veut dire coordonner les activités économiques entre voisins, la coordination des activités économiques entre voisins, comme la France peut le faire avec la Belgique, comme l'Allemagne peut le faire avec la France, comme la Hollande peut le faire avec l'Allemagne. Mieux organiser les douanes, les routes et les commerces. Réduire la fraude et la corruption. Dans la diplomatie, l'accord entre la RDC et les Rwandais, ça consiste à ça. Et donc, c'est un concept large, un concept flou, qui n'a rien à voir avec les cobaltes. Dans la législation minière internationale, là où nous parlons des États-Unis et de l'Union européenne, ici, chaîne des valeurs veut dire ceci. De la mine jusqu'au produit final, chaque frontière doit être certifiée. Écoutez-moi bien. Chaque usine doit être contrôlée. Chaque kilogramme doit être tracé. Zéro mélange, zéro fraude. Exclusion des pays non conformes. Et donc, dans cette chaîne, le Rwanda est automatiquement éliminé. Est-ce que vous comprenez? Ici, les problèmes, beaucoup de Congolais pensent que les deux sens sont identiques quand on parle de loi et quand on parle de déclaration politique, des accords. Quand le texte politique parle de chaîne des valeurs régionales, les gens entendent le Rwanda va gérer nos chaînes minières. Quand le texte politique parle de chaîne des valeurs régionales, les gens entendent le Rwanda va gérer nos chaînes minières. Mais ce qui est totalement faux. Le texte politique décrit un cadre de coopération générale, mais la chaîne minière est contrôlée par des lois étrangères et des lois très strictes. Les deux domaines ne se croisent pas. Pourquoi cette confusion a rangé Kigali depuis 20 ans? Il faut le dire clairement que pendant 20 ans, Kigali a profité de la naïveté congolaise, les chaos à l'Est, l'absence de traçabilité, la confusion volontaire de termes. Forcément, Kagame a toujours voulu faire croire nous sommes un hub minier, nous sommes un modèle de développement, nous avons des raffineries certifiées. Mais la vérité est autre, et que les lois internationales révèlent c'est que Kigali ne peut pas être un hub minier légal. Les lois internationales disent que Kigali ne peut pas être un corridor certifié. Et donc, c'est ce que j'explique ici, camarades de MNS. Kigali n'a rien gagné. Donc, les lois internationales
explique que Kigali ne peut pas être une plateforme de raffinerie. Les marchés occidentaux refusent toute matière qui passe par Kigali. Alors, pourquoi il faut absolument comprendre cette distinction? C'est très important. Si nous, les Congolais, nous ne comprenons pas la différence entre un discours politique et une loi internationale, c'est qu'il y a un problème. Les discours politiques, c'est différent d'une loi internationale. Alors, si vous ne comprenez pas ça, alors vous allez toujours croire que Kigali vole nos minéraux, que l'accord donne nos minéraux au Rwanda, que la RDC est trompée. Si vous ne comprenez pas les deux termes, discours politique qui se trouvent dans l'accord de paix et les lois qui mettront en musique l'accord de paix, si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre les deux, alors vous allez penser que les Rwandais ont gagné. Et donc, les amis, mais quand tu comprends les lois, alors tu vois que Kigali ne peut plus toucher légalement au colbalt, au coltan et au cuivre congolais. Tu comprends aussi que les États-Unis et l'Europe ne veulent plus de minéraux qui passent par les Rwandais. Tu réaliseras également que les corridors réels, les vrais corridors, sont l'Obito, la Zambie, la Tanzanie, et Matadi et Banana. Pas Gisenyi, Gatuna, Bunagana, Ugoma et Gisenyi. C'est terminé. Donc, pour comprendre très bien, après nous passons à l'autre chapitre. Nous résumons pour la bonne compréhension. La confusion des Congolais vient du mélange entre deux mondes, deux conceptions. Deux conceptions. Ça veut dire, le monde politique, ce sont les accords, ce qui s'est passé hier, la diplomatie, les mots généraux comme chaîne des valeurs, ça c'est la politique. Et puis le monde juridique. Les juridiques fonctionnent par des lois internationales très strictes qui décident réellement de la route des minéraux. Quelle route les minéraux prendront? Et dans ce deuxième monde, qui est le monde juridique, le seul qui compte pour le marché, le Rwanda est totalement exclu. Vous comprenez? Donc même si on signe sans accord politique, je dis bien politique, les lois américaines, deuxième volet, qui accompagnent les accords politiques, ce sont les lois. Et donc, les lois américaines et européennes empêchent les Rwandais, les lois en question empêchent les Rwandais de raffiner, de certifier, d'exporter ou même de toucher légalement aux minéraux congolais. Comprenez que les Congolais doivent apprendre à faire la différence entre un texte diplomatique vague et une loi internationale qui accompagne le texte diplomatique. Vous comprenez? Et donc, c'est ça la clé de la compréhension. Quelles sont les lois? Je vais vous les donner là maintenant, tout de suite là. Alors, les lois américaines qui contrôlent et verrouillent la chaîne minière mondiale. Nous ne parlons pas seulement de la RDC, mais du monde. Pourquoi les minéraux congolais ne peuvent pas passer par les Rwandais selon les États-Unis? Nous commençons maintenant le vrai débat. Les États-Unis fixent les règles du marché mondial de minéraux stratégiques. La République démocratique du Congo ne vend pas ses minéraux aux voisins. Elle les vend à l'Amérique, à l'Europe, à l'Asie industrielle. Et les États-Unis, en particulier, contrôlent les certifications. Les États-Unis contrôlent les normes d'origine, les standards industriels, les exigences de transparence et les audits internationaux. C'est pourquoi une loi comme
Dodd-Frank a un pouvoir énorme. J'ai donné les noms de la loi. Dodd-Frank. La loi s'appelle la loi Dodd-Frank. D-O-D-D, séparation Frank. OK? C'est cette loi qui a un pouvoir énorme. Elle s'applique à toutes les entreprises américaines. Elle s'applique aussi aux entreprises européennes qui vendent aux États-Unis. Elles influencent même les entreprises asiatiques. Quand les États-Unis disent ceci, pas des minéraux qui passent par un pays à risque comme le Rwanda, tout le monde obéit. Tout le monde obéit parce que le marché américain est trop grand pour être tout simplement ignoré. La loi américaine Dodd-Frank, écrivez-le, allez fouiller. Je donne la loi pour les Congolais pour que vous compreniez que le Rwanda ne pourra jamais raffiner, ne pourra jamais être compté parmi dans la chaîne des valeurs quand ça concerne les minéraux stratégiques. La loi qui sanctionne, qui interdit l'intervention rwandaise dans l'activité liée aux minéraux, c'est la loi américaine Dodd-Frank, section 1502. OK? Est-ce que vous avez écrit? Quel document dit que le Rwanda... Mais je vous donne les lois, mon cher. Je donne les lois. La loi américaine Dodd-Frank, section 1502, c'est la clé de tout. Et donc, les amis, la loi Dodd-Frank, c'est quoi? C'est la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection du consommateur, section 1502, minéraux du conflit. OK? Ça, c'est les noms. Je reprends la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection du consommateur, section 1502, minéraux, conflit. Quel est l'objectif de cette loi? Section 1502 impose aux entreprises américaines de prouver la provenance exacte du minerai, les routes empruntées, donc chaque frontière, les noms du transporteur, les noms de la raffinerie, les noms de la mine d'origine, l'absence de financement d'un groupe armé et l'absence de transit dans un pays classé à risque. Quels minéraux sont concernés? Les 3 T. Nous avons évidemment les 3 T, mais dans l'application industrielle, les États-Unis ont élargi la portée car les batteries modernes utilisent le cobalt, le cuivre, le nickel et le lithium. Donc, dans la pratique, tout minerai stratégique venant de la RDC tombe sous la même obligation de traçabilité. Pourquoi le Rwanda est automatiquement exclu par cette loi? Il s'agit de loi. Parce que la loi Dodd-Frank exige une due diligence renforcée dans le pays voisin de la RDC. Et dans cette liste de pays voisins, le Rwanda est classé comme High Risk Transit Country en anglais. Ça veut dire pays de transit à haut risque. Risque de fraude. Vous comprenez? Risque de mélange de minéraux. Implication possible de groupes armés. Cela veut dire que si un minerai congolais passe par la douane rwandaise, il devient automatiquement minéral des conflits. Il devient illégal pour le marché américain, même si le minerai est propre à l'origine. Et donc, les 3 obligations légales pour les entreprises américaines, vous avez la RCOI, traduction
en français, enquête raisonnable sur le pays d'origine. Enquête raisonnable sur le pays d'origine. Une entreprise doit prouver ceci. La mine d'origine, une entreprise qui achète le minerai doit prouver le pays d'extraction et le trajet complet. Si le Rwanda apparaît, le dossier est rejeté. Parce que le Rwanda est un pays à risque. Un pays où on peut mélanger les choses. Le Rwanda est classé pays rouge. Et donc, la loi en question, les entreprises doivent conduire une enquête approfondie sur le risque de corruption, le risque d'exploitation illégale, le risque de trafic frontalier. Et donc, les rapports de l'ONG acquisant les Rwanda depuis 2001 suffisent à classer comme zone de risque le Rwanda. Des audits indépendants, sécurité, donc toutes les informations soient vérifiées par les auditeurs indépendants. Et donc, la SEC exige que toutes les informations soient vérifiées par les auditeurs indépendants. Ces audits refusent le minerai qui ont transité par des pays suspects, non conformes, impliqués dans les conflits. Les Rwandais entrent dans les 3 catégories. Et recôte na YouTube tout à l'heure, le nom de YouTube, analyste coach Amos. Et donc, la conséquence directe alors, les Rwandais est juridiquement inutilisable pour les cobaltes, les coltans, l'or, etc. Je dis ceci, les Rwandais est juridiquement, parce que ce sont des lois qui sanctionnent et qui mettent de côté, est juridiquement inutilisable pour les cobaltes, les coltans et l'or. Même si les Congo et les Rwandais signaient demain un traité disant les minéraux congolais peuvent passer à Kigali, la loi américaine dit non. Et comme les États-Unis contrôlent les marchés, le chaîne des batteries, la technologie, les fabricants, les normes d'importation, personne ne prendra le risque d'utiliser une matière ayant touché Kigali. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème juridique mondial. Deuxième texte américain, les protocoles États-Unis, la RDC et la Zambie. Alors, protocole d'accord sur la chaîne des valeurs des batteries électriques. Ce texte dit clairement ceci. Les États-Unis veulent une chaîne de valeurs basée sur la RDC pour l'extraction, la Zambie pour le raffinage et l'Amérique, batterie et voitures. Nulle part il n'est dit Rwanda, Kigali, douane rwandaise, corridor rwandais, raffinerie rwandaise, usine rwandaise. Le Rwanda est officiellement ignoré. Pourquoi ces protocoles éliminent définitivement Kigali? Parce qu'ils fixent les modèles stratégiques américains. Extraction au Congo, transformation en RDC et la Zambie, transport via les corridors SADC, Lobito, la Zambie, la Tanzanie, fabrication finale en Amérique. Kigali est hors jeu. Kigali n'est pas cité. Les États-Unis ont imposé la loi Dodd-Frank section 1502. Cette loi exige une traçabilité totale. Si un minerai congolais touche la douane rwandaise, il devient automatiquement illégal aux yeux de la loi américaine. Il est rejeté par les fabricants des batteries. Si un minerai congolais touche la douane rwandaise, il est refusé par Tesla, Apple, Samsung, Panasonic et bien d'autres entreprises. Ensuite, les États-Unis ont signé un protocole d'accord avec la RDC et la Zambie pour la chaîne des batteries électriques
et non avec les Rwandais. Dans ces protocoles, la RDC extraction, la Zambie transformation, les États-Unis industrie. Les Rwandais est exclu juridiquement. Donc, même si l'intégration économique parle d'une chaîne des valeurs, la loi internationale bloque Kigali. Est-ce que nous comprenons? La loi américaine qui contrôle et verrouille la chaîne minière mondiale. Parlons du monde. Pourquoi les minerais du Congo ne peuvent pas passer par les Rwandais selon les États-Unis, selon des lois des Amériques? Les États-Unis fixent les règles du marché mondial. Nous ne sommes pas incapables, mais dans les accords, il est conclu que les investisseurs construisent aussi les raffineries. Donc, dans les accords avec les Américains, on va installer, je vais l'expliquer aussi plus bas. Les amis, la République démocratique du Congo ne vend pas ses minéraux aux voisins. Elle les vend à l'Amérique, à l'Europe, à l'Asie industrielle. Et les États-Unis en particulier contrôlent les certifications, les normes d'origine, les standards industriels, les exigences de transparence, les audits internationaux. Et donc, pour ne pas me répéter, c'est pourquoi une loi comme Dodd-Frank a un pouvoir énorme. Elle s'applique à toutes les entreprises américaines. Elle s'applique aussi aux entreprises européennes qui vendent aux États-Unis. Elle influence même les entreprises asiatiques. Quand les États-Unis disent pas des minéraux qui passent par un pays à risque comme le Rwanda, tout le monde obéit parce que le marché américain est trop grand pour être ignoré. Vous avez compris que la loi américaine Dodd-Frank section 1502, c'est la clé. La loi s'appelle, je vous l'ai donnée pour que vous fassiez vos propres recherches, la loi Dodd-Frank section 1502. Voilà, ça c'est la loi. La loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection du consommateur, section 1502, minéraux des conflits. Nous l'avons déjà expliqué. Quel est l'objectif de cette loi? La section 1502 impose aux entreprises américaines de prouver la provenance exacte du minerai, les routes empruntées chaque frontière, les noms du transporteur, les noms des raffineries, les noms de mines d'origine, l'absence de financement d'un groupe armé, l'absence de transit dans un pays classé à risque forcément, quels minéraux sont concernés, vous avez compris, tout ça a été détaillé. Et maintenant, chers amis, rentrons maintenant dans ce qui est sérieux. La conséquence directe, les Rwandais est juridiquement inutilisable pour les cobalt, les coltans et l'or. Là, je pense que vous l'avez compris. Nous allons passer maintenant au deuxième chapitre. Nous avons énuméré ou évoqué les lois américaines. Je pense que ça a été clair. Je pense que j'ai bien expliqué. J'ai donné des éléments pour vous permettre de vérifier par rapport aux États-Unis. Maintenant, donnons des lois maintenant européennes. Les lois européennes qui bloquent totalement les Rwandais dans la chaîne minière internationale. Ici, je donne deux lois. Ce sont des lois. Et donc, il y a des références avec lesquelles vous pourrez vous-même faire vos recherches et me rejoindre. Comment l'Union européenne interdit par la loi tout minerai congolais qui transite par Kigali? Et d'abord, pourquoi
pourquoi l'Europe est aussi importante que les États-Unis dans la chaîne minière. Pour comprendre la puissance juridique de l'Europe, il faut savoir ceci. L'Union européenne est le plus grand fabricant mondial de batteries électriques avec la Chine. Le plus grand consommateur de cobalt transformé après la Chine. Le marché le plus réglementé au monde en matière de traçabilité. Et donc, l'Europe impose des normes environnementales et humaines plus strictes que les États-Unis. Et surtout, si un minerai n'est pas autorisé en Europe, il perd instantanément sa valeur sur le marché mondial. C'est pour cela que toutes les entreprises, même chinoises, respectent les normes européennes pour pouvoir vendre sur le marché automobile. Vous avez la loi 1, le règlement européen 2017/821, règlement sur les minéraux des conflits. Je redonne encore les lois européennes 2017/021. Allez chercher sur Google. Règlement sur le minerai des conflits. Non officiel, les amis. Règlement de l'Union européenne 2017/821 sur les obligations de diligence raisonnables concernant l'étain, les tantales, les tungstènes et l'or provenant des zones de conflit. C'est ça la loi. Ce que dit cette loi. Cette loi impose aux importateurs européens de identifier la mine d'origine, identifier le pays d'origine, identifier tous les pays de transit, vérifier s'il existe un risque de conflit, vérifier s'il existe un risque de fraude, identifier si le pays est à haut risque, rejeter les minerais si la chaîne n'est pas claire. Et voici la partie cruciale. Le Rwanda est classé officiellement comme High Risk, ça veut dire une zone à haut risque, zone de transit suspect. Pourquoi le Rwanda est placé comme une zone à haut risque, une zone à transit suspect? Parce que, à cause des rapports de l'ONU qui prouvent depuis 20 ans trafic de coltan, contrebande d'or, blanchiment de minerais congolais, financement des groupes armés par les flux miniers. Résultat juridique, puisque c'est la loi qui parle, un minerai congolais qui passe par Kigali devient illégal en Europe. Il est rejeté automatiquement à la douane. Les entreprises ne peuvent plus l'utiliser. La loi, les règlements européens 2023, je donne encore une autre loi, 2023/1542, règlement sur les batteries. Et donc, le nom officiel, règlement de l'Union européenne 2023/1542 sur les batteries et le déchet des batteries. Cette loi est un tsunami pour l'industrie minière mondiale. L'Europe impose que chaque batterie électrique contienne un cobalt 100% traçable, un lithium 100% traçable, un nickel 100% traçable et un graphite 100% traçable. Et pour cela, l'Europe exige, cette loi exige, une traçabilité numérique blockchain obligatoire, un passage électronique de la batterie et donc l'origine géographique certifiée de minerais, aucune étape dans une zone non conforme. Vous comprenez? Tout est modifiable. Si vous êtes pessimiste, mon ami, ce sont des lois qui ont été votées en 2023. D'autres lois sont votées ici en 2024. Donc, aucune étape dans une zone conforme. Et devine quoi, cher ami? Un minerai qui a touché une raffinerie non certifiée comme celle du Rwanda devient automatiquement non conforme, invendable,
illégale dans l'Union européenne. Donc, même si un Congolais décide d'envoyer du cobalt ou du coton à Kigali, les marchés européens ne l'accepteront pas. Et puis, vous avez encore une loi, la loi sur les matières premières critiques. Et donc, loi européenne sur les matières premières critiques. Tapez sur Google, tapez loi européenne sur les matières premières critiques. Et donc, cette loi dit que l'Europe doit choisir des partenaires fiables. C'est ici que le Rwanda est éliminé directement. Donc, le CEREMA, cette loi CEREMA, C-R-M-A, la loi CEREMA, d'accord, Critical Rail Material ACT en anglais, j'ai du mal avec l'anglais, comprenez-moi. Et donc, la loi CEREMA impose la diversification des importations, l'interdiction de dépendre d'un pays instable, une préférence pour le pays respectant les normes de gouvernance et la création de chaînes d'approvisionnement propres. Et dans ces textes, il est écrit que l'Europe doit éviter le pays à haut risque. L'Europe doit investir dans les corridors fiables. Les corridors cités comme prioritaires sont corridor de Lobito, l'Angola, la RDC, la Zambie. Corridor Zambie, Afrique du Sud. Corridor Afrique de l'Est, Tanzanie. Les Rwandais n'apparaissent nulle part dans aucun document stratégique européen. Vous trouvez nulle part les noms Rwanda. Il n'est pas là. Pourquoi l'Europe rejette automatiquement les Rwandais? Première raison, Kigali est un pays de contrebande minière reconnu mondialement. L'Union européenne et l'ONU ont documenté le trafic d'or, le réétiquetage du coltan, exportation fantôme, des infiltrations dans les mines du Congo et un soutien au M23. Raison numéro 2, pourquoi les Rwandais est rejeté automatiquement. Les raffineries rwandaises ne sont pas certifiées. Ah bon? Pour être reconnue dans la chaîne mondiale, une raffinerie doit obtenir certification responsable minéral initiative. Donc la RMI, responsable minéral initiative, la certification RMI. L'audit OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, conformité au règlement du 2023/1542. Et donc, les raffineries rwandaises ne remplissent pas ces conditions. Donc, juridiquement, elles sont inutilisables. Elles rendent le minerai illégal. Elles font perdre la valeur du cobalt congolais. Et donc, forcément, le minerai destiné à l'Europe doit être propre. Et propre signifie quoi, cher ami? Ça signifie que pas de transit dans une zone rouge, pas de mélange avec une raffinerie non certifiée, pas de lien avec un financement d'un groupe armé. Les Rwandais échouent aux 3 critères. Pas de transit dans une zone rouge. Le Rwanda est une zone rouge. Pas de mélange avec une raffinerie non certifiée. Les Rwandais, sa raffinerie n'est pas certifiée. Pas de lien avec un financement d'un groupe armé. Nous avons le 1,23. Donc forcément, le Rwanda a échoué dans les 3 critères. Dans les 3 critères. Ce live sera mis sur YouTube. Le nom de notre chaîne YouTube, c'est Analyste Coach Amos, tout simplement. Voilà, ça sera mis tout à l'heure à la fin du live. Le résumé simple pour que nous comprenions encore très bien. L'Europe a 3 lois puissantes. Le règlement 2017/821 sur le minéraux des conflits. Le règlement 2023/8
1542 sur les batteries et la loi européenne sur les matières précieuses critiques CEREMA. Ces lois imposent une traçabilité stricte. Un minerai congolais qui passe par Kigali devient automatiquement illégal, invendable, non conforme aux normes américaines et européennes. Donc, même si l'intégration économique existe politiquement parlant dans les textes, intégration régionale, intégration économique, si c'est signé, etc., mais juridiquement, les lois s'imposent. Juridiquement, les Rwandais ne peuvent pas toucher aux minerais stratégiques du Congo parce que les lois accompagnent les accords politiques. L'accord politique est valable par rapport aux lois. Si les lois s'imposent, l'accord politique ne pourra rien faire. Alors les gens paniquent quand on entend, oui, le Rwanda, on parle de quoi encore? Les Rwandais parlent on a signé les accords qui parlent d'intégration économique, donc le Rwanda sera intégré, intégration régionale. Les amis, ça c'est la politique. Ça c'est la côté politique, la diplomatie. Mais cette diplomatie est accompagnée par des lois américaines. Et selon les lois américaines, les Rwandais ne peuvent plus toucher aux minerais congolais. Et donc, pourquoi les lois internationales éliminent automatiquement les Rwandais de la chaîne minière? Pourquoi? Les preuves, les accusations, les risques juridiques et la logique industrielle qui rendent Kigali incompatible. Voici les 3 principes fondamentaux de la chaîne minière mondiale. Avant de parler du Rwanda, il faut comprendre la logique globale qui règle le marché du cobalt, du coltan, du cuivre et de l'or. Il existe 3 principes internationaux. Le premier, la traçabilité totale de la mine jusqu'à l'usine. L'Europe et les États-Unis exigent de savoir où le minerai a été extrait, comment il a été transporté, dans quelle usine il est passé, dans quelle frontière il est entré, et s'il a été mélangé à un minéral illégal. Le Rwanda égale opaque. Le Rwanda égale zone noire. Les Rwandais égale impossible à tracer légalement. Donc, les Rwandais ne peuvent pas entrer dans cette logique. Principe numéro 2, zéro financement à des groupes armés. Les lois américaines et européennes exigent qu'un minerai ne finance aucun groupe armé, ne finance aucune milice, ne transite pas dans une zone de conflit actif. Or, les rapports de l'ONU accusent les Rwandais depuis des années de financer des groupes armés à l'est de la RDC, soutenir le M23, CNDP, etc., exploiter illégalement les minerais congolais, servir des zones de transit pour des minerais volés. Cela rend Kigali juridiquement incompatible. Nous ne parlons pas de la diplomatie. Nous ne parlons pas du texte dont le Rwanda a signé avec la RDC. Ça, c'est la diplomatie. La diplomatie. Mais la diplomatie est régie par des lois. Et les lois américaines et les lois européennes empêchent le Rwanda d'intervenir dans ces cadres-là. Donc, cela rend Kigali juridiquement incompatible. Le principe numéro 3, les raffineries doivent être certifiées. Pour être acceptée dans la chaîne mondiale, une raffinerie doit avoir une certification OCD. C'est quoi OCD? Organisation de coopération et de développement économique. Une certification RMI. Cette certification RMI, c'est Responsable Minéral Initiative. Et une conformité aux normes américaines. Et donc, la SEC et Dodd-Frank, la loi Dodd-Frank,
une conformité également aux normes européennes, les règlements 2023/1542 sur les batteries. Et donc, les raffineries rwandaises ne sont pas certifiées, ne sont pas auditées par les organisations internationales, ne respectent pas les standards. Conclusion immédiate, un minerai qui passe par là devient tout simplement illégal. Vous comprenez? Et donc, ce que disent les rapports de l'ONU sur le Rwanda, des preuves officielles, il ne s'agit pas de rumeurs ici. Voici ce que les rapports du groupe d'experts des États-Unis disent année par année, accusation de trafic d'or congolais via Kigali. L'ONU démontre que des tonnes d'or sont sorties du Congo sans passer par la douane congolaise, mais ont été exportées officiellement par les Rwandais. Kigali ne produit presque pas d'or, mais en exporte des tonnes. C'est la définition du blanchiment minier. Accusation numéro 2. Les réétiquages du coltan congolais. L'ONU montre que, noir sur blanc, que le Rwanda exporte plus de coltan qu'il n'a produit réellement. Cela veut dire que du coltan congolais est exporté comme coltan rwandais. C'est interdit par les lois américaines, internationales. L'accusation numéro 3, soutenir militairement, soutien militaire aux groupes armés dans l'est de la RDC. Les rapports de l'ONU montrent que les Rwandais arment, financent et entraînent le M23. Ces groupes contrôlent des zones minières. Les minerais sont transportés sous contrôle militaire illégal. Toute activité minière liée à ces réseaux devient illicite pour les lois américaines et les lois européennes. Accusation numéro 4, exportation de minerais dans les zones de guerre. Le Rwanda est accusé de financer des milices, occuper des zones minières stratégiques, faciliter des exportations illégales. Ces accusations suffisent pour qu'une raffinerie soit classée non conforme. Et ce que disent les lois américaines et européennes sur le pays à risque. C'est ici que le Rwanda est automatiquement éliminé. Les lois étrangères classent les pays en pays conformes, pays à surveiller, pays à haut risque. 3 catégories. Le Rwanda est officiellement un pays à haut risque. Dans la loi Dodd-Frank américaine, dans le règlement européen 2017/820, dans les rapports industriels de l'OCDE, dans le liste de la responsabilité minérale initiative RMI, cela veut dire que tout minerai qui passe par Kigali est considéré comme potentiellement frauduleux, potentiellement lié à un conflit, potentiellement issu de mines illégales. Donc, le minerai devient invendable dans le marché sérieux. Les grandes entreprises refusent de l'acheter. La chaîne de production s'arrête tout simplement. Pourquoi même une intégration économique ne peut pas contourner ces lois? Beaucoup de Congolais pensent que si la RDC signe un accord avec les Rwandais, alors la loi américaine va s'adapter. Ce qui n'est pas vrai. Il faut comprendre les principes fondamentaux. Les lois américaines et européennes sont supérieures aux accords régionaux, sont supérieures aux accords de paix. Même si la RDC veut faire passer son cobalt par Kigali, les États-Unis diront non. L'Europe dira non, Tesla dira non, Volkswagen dira non, Apple dira non. Parce que les entreprises risquent des sanctions financières massives si elles utilisent des minerais mal tracés. Et donc, ce n'est pas une question de politique africaine, c'est une question de conformité légale. Pourquoi même les entreprises chinoises évitent Kigali pour les cobalts propres? Il faut dire la vérité, cher ami.
même la Chine, qui n'a pas les mêmes contraintes que l'Occident, évite d'utiliser du cobalt ou du coltan qui passe par le Rwanda lorsqu'elle veut vendre des produits à l'étranger. Car pour vendre une voiture électronique ou un téléphone, en Europe, il faut respecter la loi européenne. Aux États-Unis, il faut respecter la loi américaine. Au Japon, il faut respecter les normes japonaises. En Corée, il faut respecter les normes coréennes. Donc même la Chine, pour des produits destinés à l'exportation, élimine les Rwandais. Le verdict est que pourquoi les Rwandais ne peuvent pas être un corridor minier? Voici les 7 raisons techniques. Le Rwanda est classé pays à haut risque. Le Rwanda est accusé de blanchiment minier. Le Rwanda est accusé d'exploitation illégale des mines congolais. 4. Le Rwanda soutient des groupes armés selon l'ONU. 5. Les raffineries rwandaises ne sont pas certifiées. 6. La traçabilité exigée par les États-Unis et l'Union européenne ne peut pas être garantie au Rwanda. 7. Tout minerai qui passe par Kigali devient illégal pour le marché mondial. Donc, même si l'intégration économique existe, même si l'intégration régionale peut être lit noir sur blanc, mais juridiquement, les Rwandais ne peuvent pas toucher aux minerais stratégiques de la RDC. Résumé très clair, les lois américaines et européennes sont très claires. Un minerai congolais ne peut pas transiter par un pays classé à haut risque. Or, le Rwanda est accusé par l'ONU, classé comme pays à haut risque, impliqué dans des réseaux de fraude non conformes aux normes internationales. Donc, même si la diplomatie, les accords internationaux parlent d'intégration régionale, juridiquement et industriellement, les Rwandais est automatiquement exclu de la chaîne minière mondiale. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que les États-Unis, l'Europe et même la Chine refusent d'intégrer Kigali dans les corridors miniers modernes. Ce sont des lois que les Congolais ne lisent pas. Les Congolais lisent les accords, se basent sur les accords, sur la diplomatie, mais en oubliant qu'il y a des lois qui régissent les accords. Les amis, les raffineries rwandaises, une réalité, un mensonge, il y a des limites. Pourquoi les usines de Kigali ne peuvent pas raffiner légalement le minerai stratégique de la RDC? Oui, le Rwanda a construit des raffineries. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont reconnues. Il faut être honnête. Oui, le Rwanda a investi dans des infrastructures minières. Oui. On peut citer une raffinerie d'or à Kigali, inaugurée autour de 2019, avec une capacité annoncée de plusieurs tonnes par an, des installations de traitement de minerais 3T, étain, tungstène, tantale, dont le coltan est une source de tantale. Sur les photos officielles, sur le site de propagande, on voit effectivement des bâtiments modernes, on voit des lingots d'or made in Rwanda, on voit des sacs de minerais étiquetés Rwanda, et beaucoup de gens en déduisent les Rwandais à des raffineries. Donc, il peut définir les centres du raffinage africain. C'est là que commence l'illusion. C'est là que commence l'illusion, cher ami. La différence entre avoir une usine et être une raffinerie reconnue mondialement, posséder une infrastructure physique n'est pas suffisant. Pour être une raffinerie reconnue dans la chaîne mondiale, il faut des certifications internationales. Pour ne pas me répéter, certification RMI, donc responsable minéral initiative,
conformité OCDE, guide des diligences raisonnables, le respect des normes environnementales et sociales exigées par les États-Unis et l'Union européenne. 2. Une traçabilité totale vérifiée par des audits. En d'autres termes, prouver l'origine de chaque tonne de minerai, prouver que les minéraux ne financent pas un groupe armé, prouver qu'il ne vient pas d'une zone illégale. Troisième élément, une acceptation par les grands acheteurs, constructeurs de batteries, constructeurs automobiles, grands groupes électroniques. Sans ça, la raffinerie peut exister physiquement, vous le voyez, mais elle ne sert à rien dans la chaîne minière légale. Le problème fondamental des raffineries rwandaises, c'est l'origine du minerai. La question centrale est simple. D'où vient réellement les minerais traités par ces raffineries? Et donc, officiellement, les Rwandais prétendent produire de l'or, produire du coltan, produire des 3T, éteinte, tungstène et tantale. Mais les chiffres ne tiennent pas la route. Les Rwandais n'ont pas de grandes réserves géologiques connues. Les Rwandais n'ont pas de gigantesques mines industrielles. Et pourtant, ils exportent des volumes énormes de coltan et l'or. Ce que disent les rapports de l'ONU, d'ONG et même de l'Union européenne, c'est ceci. Une grande partie de ce qui est raffiné au Rwanda vient en réalité de la RDC. Donc, aux yeux des Américains et de l'Union européenne, ces raffineries ne sont pas des usines normales. Ce sont des centres de blanchiment des minéraux congolais. Et pourquoi ces raffineries ne sont pas certifiables? Pour qu'une raffinerie soit certifiée, elle doit prouver la légalité de l'origine du minerai, la stabilité politique, l'absence de financement des groupes armés, la conformité aux standards OCDE et RMI. Or, le Rwanda est cité dans des rapports comme soutien au M23, accusé de profiter de minerais des zones de guerre, identifié comme pays de contrebande. Cela pose un problème juridique. Si une institution internationale certifie la raffinerie de Kigali, elle se rend complice d'un système dénoncé par l'ONU. Résultat très simple, ces raffineries sont politiquement mises en avant, mais juridiquement, ces raffineries sont mises à l'écart. Vous comprenez? Juridiquement, la conséquence pour le Congo, un minerai qui touche Kigali perd sa propriété. C'est le point que nous devons comprendre. Pour les Américains et pour les États-Unis, un minerai congolais qui va directement d'une mine contrôlée, traçable, vers un corridor comme l'Obito, la Tanzanie, la Zambie, Matadi, peut être certifié. Mais si ce même minerai est envoyé au Rwanda, passe par une raffinerie rwandaise et mélangé avec d'autres minéraux de provenance douteuse, alors il devient impossible à certifier, impossible à tracer correctement, impossible à vendre légalement sur le marché premium. Donc, même si Kigali offre des usines au Congo, accepter d'y envoyer nos minéraux, c'est suicidaire. C'est du suicide. Et pensez, et croyez-moi que les Congolais le savent, les décideurs le savent. Pourquoi certains veulent quand même pousser l'idée du raffinage au Rwanda? Pourquoi certains veulent quand même pousser l'idée du raffinage au Rwanda? Il y a 3 catégories d'acteurs qui veulent influencer la conscience congolaise, faire croire qu'on va raffiner au Rwanda. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les ignorants sincères. Ils sont sincèrement ignorants. Congolais ou Africains qui ne connaissent pas les lois internationales, ce sont des ignorants sincères qui voient des photos de belles usines à Kigali,
et pensent que c'est une opportunité pour les Rwandais de s'enrichir sur le dos des Congolais. Ce sont des ignorants sincères. Et puis vous avez les opportunistes locaux. Certains politiciens, certains lobbies d'affaires qui auraient intérêt à profiter du système rwandais pour détourner les minéraux, une catégorie. Et troisième catégorie, les manipulateurs géopolitiques, ceux qui veulent affaiblir la RDC, déplacer les centres de gravité vers Kigali, présenter les Rwandais comme modèle et hub régional. Mais face à ces trois catégories, il y en a une réalité. Il y a une réalité froide. Les lois américaines et européennes, les standards industriels mondiaux, et ces lois ne regardent pas les discours politiques, elles ne regardent pas les discours ou la compréhension des ignorants sincères, elles regardent les faits, elles regardent les flux, les routes et les certifications, tout simplement. Et donc, comparaison simple. La raffinerie rwandaise est raffinerie conforme. Imagine des usines. L'usine A, raffinerie rwandaise, est dans un pays accusé de pillage, traite de minéraux venant des zones de guerre, non certifié par la RMI, non conforme au règlement batterie de l'Union européenne, lié à des réseaux régionaux des contrebandes. Résultat, les minéraux qui sortent de là ne peuvent pas alimenter une usine de batterie européenne ou africaine. Usine numéro 2, raffinerie en RDC, Zambie ou l'Angola certifiée. Construit en partenariat avec des bailleurs sérieux, localisé dans une zone sous contrôle étatique, audité par des organisations internationales, déclaré conforme aux lois Dodd-Frank, l'Union européenne 2017/821 ou l'Union européenne 2023/1542. Déclaré conforme aux lois, intégré dans un corridor comme l'Obito, résultat c'est que les minéraux qui sortent de là peuvent alimenter Tesla, Volkswagen, Renault, Mercedes, etc. La conclusion ici, c'est que oui, Kigali a construit des raffineries, mais pour les droits internationaux, ces raffineries sont contaminées par la fraude, la contrebande, le lien avec des groupes armés, l'absence de certification. Donc, un gramme de cobalt congolais qui passe par une raffinerie rwandaise perd sa valeur mondiale. Il ne peut plus entrer dans une chaîne de batteries légale. Il devient un minerai sale, invendable sur les grands marchés. Chers amis, quel est le rôle exact du Rwanda dans l'accord de paix et l'intégration économique? Quel est le rôle exact? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ce que dit réellement l'accord, ce que Kigali peut faire, ce qu'il ne pourra jamais faire avec les minéraux du Congo. Le point de départ, l'accord de paix n'est pas un accord minier. C'est le premier malentendu que nous devons briser. L'accord de paix du 27 juin 2025, plus les cadres d'intégration économique prévus ensuite, n'est pas un contrat minier. Ce n'est pas un accord sur le minerai stratégique. Ce n'est pas un document qui organise les raffinages, ni une permission pour Kigali de toucher au cobalt ou au coltan. Et donc, ce sont des accords de fin des hostilités, de retrait des troupes, des collaborations régionales. On n'a pas dit collaboration entre la RDC et le Rwanda. Des collaborations régionales,
des facilitations de commerce général, d'harmonisation des postes frontaliers. Et donc, le mot minéré n'a été introduit dans le débat public que par la confusion créée par certains acteurs, pas par le texte lui-même. Et donc, l'article qui a écrit la confusion, les fameux articles 6 sur la chaîne des valeurs régionales. Alors les amis, les cadres d'intégration économique régionale, il existe un article 6 qui parle de développer une chaîne des valeurs régionales de bout en bout. Mais il faut comprendre deux choses. L'article général, il s'agit de chaînes logistiques, des infrastructures, des échanges commerciaux classiques, l'harmonisation des pratiques douanières. Ce n'est pas un article minier. L'article ne spécifie aucune obligation. L'article ne dit pas que les minéraux doivent passer par Kigali, que le Rwanda devient un corridor obligatoire, que la douane rwandaise gère nos exportations, que les Rwandais raffinent quoi que ce soit. Ce n'est pas dit. Et donc, mon cher ami, c'est du langage diplomatique volontairement vague, utilisé dans tous les cadres régionaux, dans la CEDEAO, AEC, la SADC, l'Union européenne et bien d'autres institutions au niveau international. Bonjour, papa aimé. Je me porte bien, merci. J'espère que vous aussi. Ce n'est pas un texte technique ni industriel, cher ami. Les États-Unis ont immédiatement rectifié le sens du texte. Les médiateurs américains ont clarifié plusieurs fois que l'intégration économique ne modifie pas les lois américaines de traçabilité, la loi Dodd-Frank 1502. L'intégration économique ne modifie pas les mémorandums États-Unis, RDC et la Zambie sur la chaîne de batterie. L'intégration économique ne permet pas au Rwanda de devenir un corridor minier certifié. De plus, le département d'État américain a rappelé en 2024 et 2025, les minerais congolais destinés au marché américain doivent respecter les exigences de traçabilité. Les transits par des zones à haut risque est incompatible avec ces exigences. Qui est dans la liste des zones à haut risque? Les Rwandais. Donc, même si l'article 6 parle de chaîne des valeurs régionales, les lois américaines bloquent toute implication de Kigali dans la chaîne minière. Ce que l'accord autorise réellement pour les Rwandais. Les Rwandais peuvent participer dans des domaines non miniers, domaines autorisés, les commerces généraux non stratégiques, produits alimentaires, produits manufacturés, matériaux de construction, biens de consommation, digitalisation douanière, échange de données douaniers, modernisation des postes frontaliers, lutte contre la fraude, du moins en théorie, des transits de marchandises ordinaires, en d'autres termes, les camions, le textile, le gibier, des produits divers, et dans les services également, dans la logistique, le transport, la technologie, etc. Et aussi des routes. Nous sommes dans l'intégration régionale, construire des routes, des infrastructures régionales, le cofinancement des infrastructures routières, la facilitation de la circulation des biens classiques. Aucun de ces points n'implique les minéraux stratégiques. Est-ce que nous comprenons?
c'est l'intégration régionale. On n'a pas dit intégration rwandaise dans la RDC. Région, ce n'est pas les Rwandais. Région, c'est tous ceux qui étaient là hier. Tous ces présidents invités à participer dans cet accord de paix. Il y avait beaucoup de présidents de la région qui étaient là sur place. Et donc l'intégration régionale. Même si l'accord ne dit pas explicitement les Rwandais est exclus du cobalt, les lois américaines et européennes créent une barrière automatique entre le Rwanda et le minerai stratégique de la RDC. Et donc, bonjour Vanessa. Et donc, ainsi les Rwandais ne peuvent pas toucher au minerai stratégique congolais, raffiner du cobalt, raffiner le coltan, être un corridor minier certifié, fournir un certificat d'origine adapté, exporter le cobalt congolais, c'est placer dans la chaîne des batteries qui atterrit aux États-Unis et au niveau de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces lois imposent la traçabilité totale. Audit indépendant, zéro lien avec des groupes armés, zéro transit par des zones à risque, certification conforme au niveau de la RMI et des OCD. Mais pour l'instant, nous sommes en train de nous battre pour que les M23, soutenus par les Rwandais, puissent partir. Sur quoi pourquoi je m'appuie, mais je donne des lois, mon ami. J'ai donné des lois, des références, allez vérifier. Les amis, les rôles réels que voulait Kigali et pourquoi ça a été neutralisé. Les rôles réels que voulait Kigali et pourquoi ça a été neutralisé. Depuis plus de 15 ans, les Rwandais rêvent d'être un hub régional, une plateforme de raffinage, une porte de sortie pour les cobalts congolais, un Dubaï de l'Afrique centrale. Mais les mondes ont changé. 2022, 2025, la transition énergétique dont je ne cesse de marteler ici sur ce panel, la transition énergétique mondiale devient stricte. Les États-Unis et les Européens imposent des règles, pas des minéraux venant des zones de guerre, pas des minéraux transitant dans un pays suspect, pas des mélanges dans des raffineries non certifiées, pas des passages par les Rwandais. Le résultat, c'est que les rêves de Kigali est mort, même si la RDC et les Rwandais signaient un accord minier demain, ce qui n'est pas le cas. Les marchés internationaux diraient non, parce que les lois condamnent les Rwandais. Les lois américaines, les lois européennes, ce ne sont pas des accords de paix signés à Washington. Faites la différence entre les accords et les lois internationales qui régissent la traçabilité et qui écartent les pays à risque, les pays considérés comme des pays dangereux. Notamment, parmi ces pays, vous avez les Rwandais. Les Rwandais seraient un maillon illégal, les minéraux seraient bloqués si on osait trafiquer ou travailler avec les Rwandais. Ce que l'accord fait, l'accord implante un cadre politique. Ce que les lois font, la vraie réalité économique, c'est fait par des lois. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, l'intégration économique, c'est un texte politique. La chaîne minière internationale, ce sont des lois matérialisées par les États-Unis et par l'Union européenne. L'accord donne un cadre pour parler, pour coopérer, pour apaiser les esprits, pour commercer des biens ordinaires. Les lois internationales décident de où passe le minerai, quelles usines sont reconnues, les lois imposent quelles douanes sont valables, quels pays sont exclus. Et selon ces lois, les Rwandais est hors jeu. Résumé clair pour toi, l'accord de paix entre la RDC et les Rwandais ne donne pas aux Rwandais un rôle dans le minerai. Il parle de coopération régionale. Il ne parle pas de cobalt. Les Rwandais peuvent participer au commerce normal
à la digitalisation douanière, aux infrastructures régionales, mais il ne peut pas raffiner les cobaltes, certifier les coltans, devenir un corridor minier légal, exporter les cobaltes congolais, apparaître dans la chaîne des valeurs des batteries électroniques. Et la raison est toute simple. Les lois américaines Dodd-Frank, allez taper dans Google la loi américaine Dodd-Frank, qu'est-ce que ça dit sur le Rwanda? Et les lois européennes 2017-821, 2023-1542, nous parlons ici de la CEREMA, C-R-M-A. Je reprends, C-R-M-A. La loi européenne interdise toute implication du Rwanda, donc même si le texte politique est vague, la loi internationale ferme la porte. Les corridors créés de la RDC pour exporter ces minéraux. Et pourquoi le Rwanda n'est pas cité dans ces corridors? Le Congo a désormais des routes stratégiques reconnues, soutenues et financées par le monde entier. Kigali n'en fait pas partie. Pourquoi les corridors sont essentiels pour comprendre l'avenir minier du Congo? Les corridors est une route logistique internationale destinée à transporter les cobaltes, les cuivres, les lithium, les coltans ou toute matière stratégique, depuis la mine jusqu'au port d'exportation. Mais dans la transition énergétique mondiale, un corridor n'est pas simplement une route, c'est un ensemble certifié, sécurisé, régulé et reconnu légalement par les marchés internationaux. Pour être accepté par les États-Unis et l'Union européenne, un corridor doit être stable politiquement. N'est pas passé par un pays à haut risque. Un corridor doit garantir une traçabilité totale. Un corridor doit avoir des infrastructures contrôlées. Un corridor doit être sous un gouvernement respectant les normes internationales. Et donc, le Rwanda ne remplit aucune de ces conditions. C'est pourquoi il n'apparaît dans aucun corridor stratégique officiel. À partir de 2020, 2022 et 2025, l'Afrique centrale a été redessinée sur le plan logistique. Il existe aujourd'hui 4 corridors majeurs pour le minerai congolais. Le corridor 1, le corridor de Lobito, l'Angola, la RDC, la Zambie. Soutenu par les États-Unis et l'Union européenne et la Banque mondiale, et la G7 et des autres partenaires. Ce corridor comprend la ligne de chemin de fer Benguela, les routes modernisées RDC et Angola, le port de Lobito et la future extension jusqu'aux mines du Katanga. Ce corridor est l'infrastructure numéro 1 pour sortir les cobaltes congolais, les cuivres congolais, les sous-produits stratégiques pour batteries. Les États-Unis en ont fait leur priorité stratégique. Pourquoi? Pour concurrencer la Chine et sécuriser les minéraux critiques. Donc Kigali n'apparaît nulle part dans cette histoire. Le Rwanda n'est même pas un pays observateur dans les consortiums. Le Rwanda n'est pas invité dans les financements. Lobito, c'est l'autoroute américaine africaine du cobalt. Les amis, ne regardez pas la carte, écoutez-moi. J'ai demandé une carte qui illustre mes propos. Ne regardez pas la Zambie à l'intérieur de la RDC. Regardez la Zambie comme faisant partie de la chaîne des valeurs. Ok? C'est pour ça que la Zambie est dedans. Les corridors numéro 2, la RDC, la Zambie, l'Afrique du Sud, le port de Durban
et Richard Bay. La Zambie est un partenaire stratégique de la RDC pour la transformation locale, le raffinage du cuivre et du cobalt, la logistique vers le port sud-africain. Et l'Afrique du Sud possède des ports modernes, des infrastructures lourdes, un système douanier reconnu, une diplomatie stable. Et donc les États-Unis, l'Union européenne et le Japon reconnaissent ces corridors comme 100% conformes aux exigences de traçabilité. Encore une fois, le Rwanda n'est pas dans ces corridors. Les Congolais vont rien bénéficier de ça. Alors là, franchement, vous m'étonnez, mon ami. Le corridor numéro 3, la RDC plus Tanzanie. Tazara plus port de Dar Salem. Ce corridor est très utilisé pour les cuivres, certains minéraux 3T, les transports routiers et ferroviaires. La Tanzanie est stable, en bonne relation avec la RDC, non impliquée dans les conflits de l'Est, reconnue comme pays soutenu par non-risque, soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Le corridor Tanzanie est certifiable, le Rwanda n'y est pas. Corridor numéro 4, Matadi, Océan Atlantique, et puis nous parlons du futur port de Banana en RDC. Les corridors les plus souverains, le seul entièrement congolais, les ports de Matadi, existent déjà, exportent une partie de minerais et en cours de modernisation. Le port de Banana, projet stratégique congolais, destiné à devenir un port à eau profonde, soutenu par plusieurs partenaires internationaux. Les États-Unis et l'Europe veulent que la RDC développe son propre corridor national afin de réduire la dépendance aux pays voisins. Je dis les États-Unis et l'Europe veulent que la RDC développe son propre corridor national afin de réduire la dépendance aux pays voisins, sécuriser la traçabilité et augmenter le contrôle souverain. Kigali n'a aucun rôle dans Matadi. Kigali n'a aucun rôle dans Banana. Kigali n'est mentionné dans aucun document d'infrastructure lié à ces projets. Alors, pourquoi le Rwanda n'apparaît dans aucun corridor stratégique? Tout simplement, cette raison que vous connaissez déjà, que je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver, le Rwanda est classé pays à haut risque par l'Union européenne et évidemment par les Américains. Un minerai qui passe par Kigali devient non conforme, illégal, impossible à certifier, rejeté par les fabricants des batteries. Donc, le Rwanda est cité dans les rapports de l'ONU pour trafic minier, or volé, coltan réétiqueté, financement de groupes armés. Donc, aucun corridor sérieux ne veut y associer le nom du Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'infrastructure lourde pour les volumes miniers. Ses routes et ses postes frontaliers sont trop petits pour gérer les camions lourds, les volumes industriels, les flux logistiques massifs. Ce n'est pas un pays minier, c'est un pays de services. Le Rwanda n'a pas de port maritime. Un corridor doit aboutir à un port en eau profonde, un port certifié, un port capable de recevoir des navires minéraliers. Kigali n'a aucun accès à l'océan, chers amis. Le Rwanda n'a pas de raffinerie certifiée. Ces minéraux sont non conformes et non certifiés par l'Union européenne. Donc, un corridor minier sérieux ne peut pas intégrer Kigali. Les États-Unis ont déjà choisi leur corridor et leur stratégie est très claire. Lobito, la Zambie, la Tanzanie, la RDC, Matadi et Banana. Le Rwanda n'a reçu aucune reconnaissance stratégique. Un corridor doit être politiquement stable.
La communauté internationale considère le Rwanda comme un pays impliqué dans un conflit régional, accusé d'agression contre un voisin, impliqué dans des activités minières illégales. Aucun investisseur international n'associera un corridor critique à un tel pays. Aucun. Ce que les médias disent et ce que les documents officiels disent, c'est quoi? Les rumeurs locales disent les Rwandais vont contrôler nos corridors, les Rwandais deviennent la porte de sortie, les Rwandais et les nouvelles hubs régionales. Les documents officiels disent les corridors prioritaires et l'Obito. Les partenariats officiels sont la RDC, la Zambie, l'Angola, la Tanzanie. Les Rwandais n'est pas cité dans les corridors miniers internationaux. Le résumé est que le Congo a 4 corridors pour exporter ses minéraux. L'Obito avec l'Angola, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et Matadi Banana. Et dans tous les documents américains et européens, le Rwanda n'apparaît nulle part. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Rwanda est classé pays à haut risque, parce qu'il n'a pas de port, pas de certification, pas d'infrastructures lourdes, et parce que ces raffineries sont liées à des flux illégaux. Donc le Rwanda ne peut pas être un corridor minier, jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les cadres d'intégration économique, ni dans un accord politique. Est-ce que nous comprenons? Alors, les futures raffineries de la RDC, quand, comment et avec qui le Congo va enfin transformer ses propres minéraux, sans passer par Kigali? Les vrais objectifs stratégiques ne plus vendre du brut, mais vendre du transformé. Pendant plus de 100 ans, le Congo a joué le rôle de carrière à ciel ouvert, fournisseur de matières premières brutes, frigo de l'océan, de l'Occident. On extrait, on charge dans des camions, on vend au poids, etc. Résultat, c'est que la valeur ajoutée part à l'étranger, les emplois industriels sont ailleurs, le Congo reste pauvre, assis sur des richesses. La transition énergétique mondiale change la donne. Le message des Américains, des Européens, des vrais partenaires sérieux et clairs, on ne veut plus seulement acheter de minerais bruts, on veut construire des chaînes de valeur où une part de la transformation s'est faite en Afrique et particulièrement en RDC et en Zambie. Donc, le cœur de la stratégie, c'est construire des raffineries et des usines de précurseurs pour batteries en RDC et dans le pays de la SADC, la Zambie et l'Angola. Qu'est-ce qu'on appelle raffinerie dans ces contextes? Il faut être très concret. Une raffinerie pour le cobalt, les cuivres et le lithium n'est pas juste une petite usine qui lave le minerai. C'est une chaîne industrielle structurée. Et donc la mine, extraction du minerai brut, cocassage, broyage, l'usine de concentration, protection des concentrés, cobalt, cuivre par exemple. Troisième élément, la raffinerie hydrométallurgique, dissolution chimique, séparation de métaux, obtention de cobalt pur, cuivre pur, etc. Et quatrième élément, l'usine de précurseurs pour batteries, où on transforme le cobalt, le nickel, les manganèse et sulfate, ou en précurseur des cathodes. Cinquième élément, l'usine de batteries. On fabrique les cellules de batterie, puis le pack batterie pour voiture, téléphone, stockage stationnaire. Plus le Congo monte dans cette chaîne, 5 chaînes, alors il gagne de l'argent, de la puissance et de la souveraineté.
Pourquoi la priorité, ce sont des raffineries en RDC et pas au Rwanda? On a déjà vu ensemble que le Rwanda n'est pas sécurisé, certifié, que ces raffineries sont suspectes, qu'il est classé pays à risque, qu'il ne peut pas être dans un maillon légal. À l'inverse de la RDC est reconnue comme un pays clé pour la transition énergétique et est au cœur des partenariats États-Unis, la RDC et la Zambie, est soutenue par l'Union européenne dans le cadre de matières premières critiques. Donc, les bailleurs sérieux savent que les centres de gravité industriels doivent être en RDC, avec une extension de chaîne en Zambie et un débouché logistique via Lobito, Tanzanie, Afrique du Sud, Matadi et Banana. Donc la priorité numéro 1, ce n'est pas d'envoyer le minerai à Kigali pour affiner. Numéro 1, c'est d'attirer des investisseurs pour construire d'abord des raffineries sur le sol congolais ou en partenariat direct entre la RDC et la Zambie. En combien de temps construit-on une raffinerie sérieuse? En combien de temps? Il faut que nous sachions ceci. Le délai réaliste, on ne construit pas une raffinerie comme on construit un supermarché. Les grandes étapes sont d'abord 1. Étude de faisabilité, ça veut dire technique, environnement et financier. Ça prend entre 1 et 2 ans. Deuxième élément, bouclage des financements. En d'autres termes, la discussion avec l'État, les banques, les investisseurs, garantie équilibrée géopolitiquement parlant, ça prend entre 1 et 2 ans et parfois en parallèle des études. Ça dit que ça va ensemble. Et puis en troisième élément, la construction de l'usine, des travaux lourds, génie civil, montage des équipements, entre 2 et 3 ans. Phase test, ajustement et certification, entre 6 mois et 1 année. Donc, en moyenne, entre 3 et 7 ans pour avoir une raffinerie pleinement opérationnelle, certifiée, connectée à un corridor et reconnue par les marchés mondiaux. Ce monsieur ne sait pas que les États-Unis sont très endettés. Ce n'est pas les États-Unis qui vont nous financer, mon ami. Ce sont des entreprises qui vont nous financer. Ce sont des entreprises, ce sont des banques. D'accord, camarade Kinshasa? Ce sont des entreprises. C'est Tesla, Samsung, iPhone et bien d'autres. OK? Les États-Unis ne sortira pas un sou de sa poche. Alors, pourquoi on parle de la fenêtre 2027-2032 pour la RDC? L'Europe a fixé des règles très strictes sur la traçabilité des batteries autour de 2027. Des objectifs de décarbonation et de sécurité d'approvisionnement vers 2030. 2030. Les États-Unis ont poussé l'accord États-Unis, RDC, la Zambie et sur la batterie, soutenu les corridors de Lobito, lancé des plans d'industrialisation autour de mines africaines. Pour que la RDC profite de ces mouvements, il faut que le premier raffinerie, usine de précurseurs, soit prête entre 2027 et 2032. Ce n'est pas une date magique, c'est une fenêtre stratégique. Assez tôt pour coller au calendrier des batteries, assez tard pour permettre études, travaux et financements. Où ces raffineries peuvent-elles être construites en RDC? Plusieurs zones logistiques. Vous avez les grands Katanga, Lualaba, Haut-Katanga, déjà au cœur de l'extraction cobalt et cuivre,
connecté au corridor de Lobito, une proximité avec la Zambie, une présence industrie minière. Deuxième élément, des zones économiques spéciales dédiées aux plateformes industrielles où l'État va offrir l'électricité, les routes, les douanes simplifiées, sécurité dédiée, idéale pour les usines de précurseurs et la chimie. Et puis vous avez Kinshasa, nous avons Congo central, Matadi Banana, pour l'étape logistique finale, possibilité à long terme d'implantation d'usines proches du port. Dans tous les cas, le principe est extraction au Congo, raffinage au Congo et en Zambie, exportation via corridor certifié. Quel type de partenaires pour ces raffineries? Les futurs partenaires possibles sont les États-Unis d'abord, via les protocoles sur les batteries, l'Union européenne via la loi sur la matière première critique, les banques multilatérales, Banque mondiale, BAD et bien d'autres banques, les industries, des constructeurs de batteries, vous avez LG, Samsung et bien d'autres entreprises, les constructeurs des automobiles, Volkswagen, Stellantis, Renault et bien d'autres entreprises, des groupes miniers intégrés, Glencore, Trafigura et bien d'autres, à encadrer très fortement. Chers amis, l'enjeu pour la RDC, c'est de négocier des partenariats équilibrés, garder les contrôles majoritaires, imposer la transformation locale et éviter les contrats léonins type « on te prête, tu nous cèdes tout ». Et donc, corridor plus raffinerie, les duos gagnants pour la souveraineté, c'est que nous devons comprendre, et puis nous allons chuter ici, un corridor sans raffinerie est égal à on exporte encore du brut. Une raffinerie sans corridor sécurisé est égal à usine bloquée, minéraux coincés, on ne bouge pas. Et donc, il faut des corridors sûrs, Lobito, Zambie, Afrique du Sud, Tanzanie, Matadi, Banana, des raffineries sur sol congolais ou en Zambie, connectés à ces corridors en question, corridors certifiés, respectant évidemment les lois américaines et européennes. Et dans cette architecture, le Rwanda n'a aucun rôle. La RDC, elle devient un centre de transformation. Les amis, je pense que c'est bon. Vous avez compris. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je crois que c'est bon. Vous avez les éléments de base, vous avez les lois, vous avez les références. Et donc, forcément, vous comprenez qu'il faut faire la différence entre le loi et évidemment les cadres politiques. Les accords politiques ne sont pas de loi. Nous avons signé avec les Rwandais, nous avons lu dans cet accord, et là où on parle de intégration régionale, d'accord? L'intégration régionale, l'intégration économique, mais ce sont que des accords. Alors, qui va intégrer? Qui va accompagner? Qui va extraire? Qui fera partie de la chaîne des valeurs? Pour savoir qui va l'intégrer, il faut partir lire les lois. Ce sont les lois qui coordonnent ce qui va se passer par rapport aux mines, aux minerais stratégiques. Et si vous sautez les lois, si vous ne consultez pas les lois, alors vous êtes totalement aveuglé. Vous allez penser que le Rwanda va nous dévaliser, le Rwanda va extraire nos minéraux. Vous allez penser que nous allons aller raffiner au Rwanda, alors qu'au final, les lois américaines, les lois européennes interdisent un pays qui a été trempé dans des fraudes, dans des soutiens aux rebelles, dans des trafics, dans les blanchiments de minéraux. Les lois américaines,
les lois européennes interdisent évidemment ces pays de participer dans tout ce qui touche aux minerais stratégiques. Il faut connaître ces lois. Les amis, je vous souhaite évidemment une bonne journée et nous reviendrons tout à l'heure, 22 heures, pour parler ici de Mai Mai, de Ouazalendo. Et là, vous allez être surpris. Nous parlerons de Ouazalendo, nous parlerons de Mai Mai, parce que j'entends que certaines personnes traitent les Ouazalendo des criminels. Alors là, je suis choqué. On traite les Ouazalendo des criminels. Il faut connaître le parcours des Ouazalendo. Comment sont-ils nés? Avant la colonisation, pendant la colonisation, ils étaient dormants. Et comment ils se sont réveillés? Pourquoi se sont-ils réveillés? Et pourquoi se sont-ils fait appeler les Ouazalendo? Comment se sont-ils coalisés? Comment ils ont résisté au Rwanda entre 1997 et 2023? Comment ils ont résisté au Rwanda en 2009, 2012? Comment ces Ouazalendo sont devenus tellement organisés? Et pourquoi les gens les considèrent comme des voyous? Et donc, nous prendrons un temps tout à l'heure, si nous sommes toujours là. On en parlera tout à l'heure au soir. Merci pour les informations, ajoutées des références. Mais j'ai tout donné les références, mon ami. J'ai donné toutes les références, j'ai donné les noms de loi, j'ai tout donné pour vous permettre, vous, d'aller chercher. J'ai tout donné. J'ai tout donné comme référence. OK? Nous parlerons des Ouazalendo tout à l'heure, leurs origines, et vous serez très étonnés. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou de passer une bonne soirée. Tout dépend, vous êtes dans quel pays. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Yabo, yabo, impile mnandi. Ça fait 5 ans. Izulu eluhlasa, izinyawo zikhululekile, amathunzi ezihlahla, amanzi ahlanzekile, izwi lomoya likhuluma nami. Izinsuku zethu impilo yethu, ukukhanya kwelanga, umusa wethulo. Konke kwanele, izandla zami zikhululekile, zizwa ubumnandi, imfudumalo yomhlaba, isikhumbuzo sobuntu, amagagasi olwandle,
ngithokoza ngempela